Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez La Tête à l'envers, la série de podcasts Chronos, le cabinet de conseil qui accompagne les transformations managériales, sociales et humaines à l'ère du post-digital. Aujourd'hui, nous recevons Christelle Carrette, consultante Chronos, qui va nous expliquer l'impact du regard du manager sur la performance des équipes. Bonjour Christelle. Bonjour Méline. Alors, expliquez-nous un peu pourquoi ce sujet vous tient à cœur. Imaginez des sujets regardant une vidéo dont le son a été coupé. La vidéo montre deux femmes qui ont reçu pour consigne de discuter sur un sujet quelconque. Dans une condition expérimentale, on indique au sujet que la femme de gauche est une assistante sociale et la femme de droite un cas social. Dans une autre condition expérimentale, les rôles sont inversés. La femme de gauche devient un cas social, celle de droite, une assistante sociale. Après avoir regardé la vidéo, les sujets doivent cocher dans une grille comportant des traits de personnalité, ceux qui semblent le mieux correspondre aux personnalités supposées des deux femmes. Eh bien, quand la femme de gauche est présentée comme une assistante sociale, les adjectifs qui reviennent le plus sont les traits que l'on peut attendre d'une assistante sociale. Elle est attentive et convaincante, sous-entendu qu'elle propose des solutions. Et quand cette même personne est décrite comme un cas social, elle est perçue comme soucieuse, nerveuse et anxieuse. Et il se passe la même chose avec la femme de droite. Quand elle est décrite comme une assistante sociale, elle est calme, rassurante, rationnelle. Et quand elle est un cas social, elle est perçue comme angoissée et tendue. Cette expérience réalisée en 1987 par François Lepoultier met en exergue ce que l'on appelle les effets de la catégorisation. Nicole Dubois, professeure de psychologie sociale, s'appuie sur cette expérience et nous explique qu'étant confrontée à une masse importante d'informations, nous avons besoin pour pouvoir toutes les traiter de les ranger, de les catégoriser. Vous voyez venir le problème ? Oui, tout à fait. Et en fait, il risque de se passer la même chose dans les relations managériales. Exactement. Je vais vous donner l'exemple de ce qui peut se passer, par exemple, avec mon collaborateur comptable Bertrand. Quelle est ma perception de lui ? Eh bien, il y a de fortes chances que je néglige ces traits qui sont non caractéristiques de la catégorie, entre guillemets, comptable. Sa créativité, son intuition vont être occultés ou minimisés. Un comptable n'est pas censé être créatif ni intuitif, il est rationnel. En revanche, je vais avoir tendance à amplifier chez lui des traits caractéristiques qui appartiennent à sa catégorie. Il est très rigoureux, mais il est asocial, alors qu'il est peut-être juste réservé. Et je vais même lui attribuer des caractéristiques que je ne connais pas, et qu'il ne possède pas forcément d'ailleurs. Par exemple, c'est lui qui doit tenir les comptes dans son foyer, sa maison est probablement propre, rangée, et ses enfants sont sûrement bien élevés. Eh bien, imaginez ce que cela peut donner si je catégorise mon collaborateur comme lent ou ayant des difficultés d'apprentissage. Eh bien, je risque de la même manière d'amplifier ses caractéristiques et de ce fait, je le verrai comme incompétent, incapable et je déduirai peut-être même qu'il a des carences intellectuelles. Alors nous avons tous ces a priori à l'égard des autres, sans toujours d'ailleurs en avoir conscience, parce qu'ils sont furtifs et ils se logent en nous avant même qu'on s'en aperçoive. On évalue, on juge à travers nos croyances, nos propres représentations du monde, notre système de valeurs. Et notre regard sur l'autre se développe à une vitesse vertigineuse. Et une fois installé, bon courage pour le déloger. Or, ces a priori sont une question fondamentale dans la relation managériale. Mais en quoi exactement s'agit-il d'une question fondamentale ? Eh bien parce que ce regard va guider ma relation à l'autre et il va avoir un impact direct sur sa mise en mouvement, sur sa capacité à oser, à prendre des risques, à s'exposer et donc à apprendre au final. Carl Rogers a mentionné le regard positif inconditionnel comme l'une des conditions pour créer un climat facilitateur de développement d'un patient dans le cadre thérapeutique. Pour Xavier Odiquet, c'est considérer l'individu comme un être changeant et capable de transformation. Évidemment, là, on n'est pas dans le cadre d'une relation entre un thérapeute et son patient, mais cette notion de développement de l'individu à travers le regard d'une figure référente est bien présente dans les deux cas. Alors, comment vous expliquez cet impact du regard sur l'autre ? Eh bien, plusieurs études ont été menées sur le sujet, dont la plus célèbre est celle de Robert Rosenthal en 1950, qui est plus connu sous le nom d'effet Pygmalion ou de prophétie autoréalisatrice. Rosenthal tente de démontrer dans cette expérience que le regard porté sur quelqu'un
induit une attente quant à son comportement et que l'individu a tendance à se conformer à cette attente. La première expérience est réalisée sur des rats étant l'objet de tests à réaliser dans un labyrinthe. Il confie un groupe de rats A à un premier groupe d'étudiants. Il leur dit que ces rats ont été triés sur le volet, qu'il a beaucoup d'espoir quant aux résultats de leurs tests. Au deuxième groupe d'étudiants, il confie le groupe de rats B et leur dit l'inverse. Il ne croit pas en leur capacité, même à franchir la ligne de départ du labyrinthe. À vrai dire, Méline, les rats ont été placés dans les groupes de manière totalement aléatoire. Mais les hypothèses de Rosenthal sont confirmées. Les rats du groupe A ont démontré plus de performance que leurs pairs du groupe B, dont certains n'ont même pas franchi la ligne de départ. En réalité, l'objet de l'expérience n'était pas les rats, mais bien le comportement des étudiants à leur égard, qui ont d'ailleurs reconnu avoir manifesté pour le groupe A des attentes fortes, de l'attention et une confiance a priori dans le potentiel de ces rats, ce qui n'était pas le cas du deuxième groupe d'étudiants. Alors ce que vous êtes en train de me dire, Christelle, c'est que l'effet d'attente fonctionne sur les rats ? Eh bien oui, Méline, sur des rats. Alors fort de cette expérience, Rosenthal tente de démontrer le même phénomène sur les enseignants à l'égard de leurs élèves. Un a priori positif influence favorablement les performances d'un élève, là où un a priori négatif les influence de manière défavorable. Les études de Rosenthal ont fait l'objet de plusieurs critiques, notamment sur le caractère scientifique de la démarche. Mais depuis, des centaines d'expériences ont été réalisées, plus de 350, et c'est 80% d'entre elles qui confirment différents phénomènes tels que l'effet d'attente qu'on vient de voir, la catégorisation et aussi la menace de stéréotypes. Ah, les stéréotypes. Mais expliquez-nous ce que c'est exactement la menace de stéréotypes. Eh bien, prenons l'expérience de Steele et Aronson. Ce sont deux chercheurs de Stanford. Ils font passer une évaluation à des étudiants noirs et des étudiants blancs mélangés. Pour un premier groupe, l'évaluation est présentée comme un jeu. Pour le deuxième groupe, elle est présentée comme un test d'intelligence. Les résultats obtenus montrent que dans le deuxième groupe, le fait pour les étudiants noirs de pouvoir potentiellement être jugés en fonction de leurs stéréotypes a induit chez eux une pression psychologique qui a influencé leurs résultats au test supposé d'intelligence. Or, le même test sans menace de stéréotypes réalisé par le premier groupe montre des résultats identiques entre noirs et blancs. Il est intéressant de faire l'analogie avec le collaborateur qu'on a catégorisé comme incompétent. Il y a fort à parier que ce collaborateur ne pourra pas développer les compétences attendues, car la peur d'être jugé conforme au regard porté sur lui va exercer une pression qui va impacter ses performances. C'est ça la menace de stéréotype. Un cercle vicieux qui s'amorce, dont il sera extrêmement difficile de sortir, puisqu'à force d'échecs, le collaborateur finira lui-même par être convaincu de ses manques. D'accord, donc le problème est bien posé, mais que peut-on faire par rapport à tout cela ? Alors déjà, en avoir conscience, car une fois que notre croyance est installée, nous allons chercher tout ce qui nous permet de la confirmer. C'est un autre biais cognitif que nous avons tous, et qui s'appelle le biais de confirmation. Il se caractérise par le fait que l'individu a tendance à chercher ce qui confirme ses croyances, et à occulter, sous-estimer, oublier les éléments qui les contredisent. Par exemple, si je pense que mon collaborateur est paresseux, j'aurais tendance à remarquer qu'il regarde sa montre, qu'il souffle, qu'il bâille, qu'il part en pause, qu'il arrive en retard, bref. En revanche, j'aurais tendance à occulter les fois où il donne un coup de main à ses collègues, à minimiser les fois où il reste un petit peu plus tard que prévu, et je trouverais normal qu'il fasse des heures sup en période de rush. Vous savez cette fameuse intuition ? Depuis le début, je savais que ce serait compliqué avec lui. Je sens ce genre de choses, j'ai un sixième sens, etc., etc. Ouais. Est-ce que ce ne sont pas plutôt mes a priori qui me jouent des tours ? A priori que j'ai cherché et réussi à confirmer. Est-ce que je n'ai pas occulté ou transformé une partie de la réalité ? C'est le même principe pour les équipes qu'on récupère avec un débrief sur chacun, où certaines personnes étiquetées depuis des lustres ont adopté une stratégie de reconnaissance négative. Le psychologue Raymond Nickerson, en 1998, disait même, je cite, « Le biais de confirmation est suffisamment fort et persuasif pour qu'on puisse se demander s'il ne pourrait pas compter dans une part importante des disputes survenant entre les individus. » Et oui, on est toujours plus à l'aise avec des personnes qui pensent comme nous. C'est plus confortable, ça coûte moins en énergie et ça nous gratifie. Les médiums et les astrologues se régalent avec le biais de confirmation. C'est leur fonds de commerce. Et parmi de nombreuses expériences faites sur le sujet, il y a celle de Snyder et Swan en 1978. Ils demandent à des sujets d'interviewer des personnes pour savoir si elles sont introverties ou extraverties.
Les sujets peuvent choisir parmi une liste de questions, celles qui leur semblent pertinentes à poser, pour avoir leur réponse. Certaines questions sont neutres, d'autres portent sur l'extraversion et d'autres portent sur l'introversion. Eh bien, les sujets ont privilégié les questions qui tendent à confirmer l'hypothèse testée. En gros, pour savoir si une personne est extravertie, les sujets ont majoritairement posé les questions auxquelles les personnes extraverties répondent favorablement. Or, pour confirmer une hypothèse, c'est l'inverse qu'il est tenu de faire. Je dois tout mettre en œuvre pour réfuter mon hypothèse de base, pour bousculer mes croyances, si je veux me rapprocher d'une réalité la plus objective possible. C'est d'ailleurs ce que sont censés faire les scientifiques pour acquérir la connaissance. Commencer par chercher tous les éléments qui pourraient contredire leur hypothèse de base. D'accord, mais quel lien faites-vous avec le regard ? Eh bien, dans le cas de mon collaborateur supposé paresseux, je ne dis pas qu'il faut oublier ce que je vois, mais je dois être tout aussi attentif à tout ce qui me prouve qu'il est engagé. Pour changer mon regard, je dois commencer par bousculer mes propres convictions, mes jugements de valeur, m'employer à voir tout ce qu'il y a de positif chez l'autre. Oh, ce n'est pas tout le monde est beau, tout le monde est gentil, non, pas du tout. Ce regard positif, a priori, est juste une condition basique indispensable. Car si je veux que mon collaborateur développe des compétences, change de comportement, c'est à moi de commencer par changer mon regard sur lui. Chercher à réfuter, adopter un regard positif, ne pas juger, c'est facile à dire. Oui, c'est vrai, Méline, c'est facile à dire. D'abord parce que notre cerveau reptilien fonctionne en termes de jugement, positif ou négatif. Et comme nous l'avons vu, nous évaluons. C'est bien ou c'est mal. Et notre culture judéo-chrétienne a nettement amplifié ce clivage. Nous sommes évalués, comparés, dès l'entrée à l'école, voire même avant. Combien de parents s'inquiètent quand leur bébé de 15 mois fait encore du 4 pattes et que le cousin sait marcher depuis ses 10 mois ? De la même façon, c'est le travail du manager d'évaluer. Mais il y a une grande différence entre évaluer des actes et évaluer une personne. Et ce qui est primordial dans tout ça, c'est d'être capable de faire la différence très nette entre les deux. Car je ne suis ni porteur, ni garante d'une morale universelle. Je ne détiens pas la vérité, ni la réalité de ce qui est bien et mal. De la même manière, adopter un regard positif a priori, ce n'est pas apporter un jugement moral positif sur l'autre. C'est le considérer dans son ensemble et dans son potentiel, car il n'a ni plus, ni moins de valeur que moi. Et même quand la situation a dégénéré, on peut sortir de ses croyances, réfuter ses a priori au lieu de chercher à avoir raison. Apporter un regard neuf, écrire une nouvelle page, réellement, sincèrement, s'employer au quotidien à changer ce regard. Les relations interpersonnelles avec certains membres de son équipe sont pas toujours un long fleuve tranquille, on le sait. Il arrive que des managers se sentent totalement démunis face à un collaborateur retors, qu'ils finissent d'ailleurs par prendre en grippe. Et parfois, les tensions datent de si longtemps qu'on ne sait même plus comment tout cela a commencé. Mais à l'heure où on nous met de la bienveillance à toutes les sauces, comme s'il suffisait de le décider pour le faire, aborder cette bienveillance par le prisme du regard que l'on porte et de son impact sur le développement de l'individu est essentiel. Le manager n'est pas responsable de tout. Il a en revanche une responsabilité, c'est celle de créer les conditions du développement de son collaborateur. Et pour cela, il est des questions essentielles à se poser. Ne l'ai-je pas jugé trop vite ? Suis-je réellement, profondément, sincèrement dans une posture qui lui permette d'oser et de chercher à s'améliorer ? Et c'est une question que doit se poser tout accompagnant, une figure parentale envers son enfant, un enseignant envers son élève, un formateur envers son stagiaire, et bien sûr un manager envers son collaborateur. Cela demande un réel effort, c'est vrai, mais c'est possible, à condition de le vouloir, bien sûr, mais aussi de se connaître, car derrière chaque regard qui évalue, on doit s'interroger. Pourquoi le comportement de mon collaborateur m'irrite à ce point ? Pourquoi suis-je enclin à le juger de la sorte ? C'est à méditer. Merci Christelle de nous avoir éclairé sur l'impact du regard du manager au sein des équipes. C'est un sujet qui est très inspirant et qui a dû soulever diverses questions chez nos auditeurs. Si vous souhaitez échanger prochainement avec nous sur cette thématique, vous pouvez vous inscrire au webinar du 28 mai. Vous trouverez le lien pour l'inscription sous le post.